Dans l'actualité cette semaine, Horn 5 doit retourner à sa table à dessin. Onimiki revient faire la nouvelle pour commencer 2025 et CKVM fête son 75e anniversaire dans l'environnement témiscamien. Ce qu'on a, on en a parlé en manchette de notre bulletin de nouvelles. CKVM célèbre 75 ans. Vous n'étiez pas là il y a 75 ans, mais cependant, de joindre une radio, de devenir directeur général d'une radio qui a cette expérience-là, c'est important pour vous? Vraiment important de se retrouver dans un contexte où la radio a beaucoup d'expérience. Cette radio a du vécu, elle a traversé les époques, les temps, les générations, et elle continue encore de vivre, de se réinventer et de rester dans l'ère de la modernité. Et c'est pour moi une fierté. Ouais, et depuis le début de l'année, les auditeurs se rendent compte qu'on célèbre et on est fiers à CKVM de le faire. Justement, CKVM, ça appartient à toute la communauté du Témiscamingue, comme on l'a dit. Et le slogan pour ce 75e anniversaire, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Depuis 75 ans, ce n'est pas une affaire d'une personne ou d'un journaliste ou d'un directeur. C'est toute la communauté qui fait CKVM. Et c'est vraiment une très, très, très grande joie que tout le monde devrait vraiment se retrouver à vivre, à partager ces instants commémoraux de cette 75e anniversaire de CKVM. Et tout au long de l'année, c'est-à-dire d'ici la fin de 2025, on va souligner ça. Donc, les gens vont entendre parler d'un tas d'activités qui sont prévues. Déjà, au niveau de la programmation, tous les mois, on aura une thématique qui va mettre en avant et en lumière ce 75e anniversaire de CKVM. On aura des émissions thématiques qui vont retracer l'histoire de CKVM, mais aussi ouvrir les perspectives sur l'avenir. Qu'est-ce que CKVM ferait les années à venir? Dans quel contexte CKVM souhaiterait donc s'inscrire? On signale que CKVM s'inscrit désormais dans un digital, CKVM 2.0. Donc, on va vers une modernisation, une modernité, et CKVM va permettre à tous ses auditeurs de pouvoir vivre ces instants-là. Donc, durant toute l'année, on aura également des activités, mais beaucoup de surprises. On travaille vraiment dans l'antichambre, dans l'ombre, pour proposer des choses qui seront agréables pour nos fidèles auditeurs. On parle de crise dans les médias et en même temps, vous parlez, il y a le passé et vous êtes garant de votre avenir. Il n'y a pas de danger pour CKVM dans les années à venir, là. Comme la télévision communautaire et comme d'autres médias, on fait ce qu'il faut pour survivre. Tant que la communauté va exister, les médias qui sont en région vont toujours exister. Parce qu'on est là pour les communautés. On existe pour les communautés. Donc, quoi qu'il y ait des crises financières, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Mais vu que les communautés existent et qu'elles épousent la vision de CKVM ou de toutes les autres différentes médias qui pourraient exister, ces médias vont toujours exister. Donc, CKVM, malgré les problèmes qui pourraient venir au cours des années à venir, CKVM fera l'effort de rester en vie parce qu'il y a une communauté qui la supporte, parce qu'il y a des partenaires, parce qu'il y a des personnes qui veulent faire de la communication, qui veulent faire de la publicité, mais surtout qui veulent écouter et savoir ce qui se passe en région. Et c'est pour cela qu'on existe. Et évidemment, CKVM a l'intention de demeurer indépendante. Ça fait des années, des années que y a des gens qui aimeraient bien avoir une radio comme CKVM. Faut s'en rendre compte. Mais vous avez l'intention de rester bien indépendant et de travailler près de la communauté. Ça reste la vision de CKVM malgré plusieurs tentations. Il y a eu quand même des propositions qui ont été faites à CKVM, mais CKVM a toujours décliné ses offres parce qu'il faut qu'on garde notre originalité, notre authenticité, c'est d'être dans le milieu, de pouvoir mettre en avant les figures du milieu. Donc CKVM restera pour les années encore à venir, cette radio-là qui appartient au milieu et non pas une radio qui sera rattachée à un grand groupe. 75, après ces 100 ans, vous aimeriez bien être là pour voir évoluer encore davantage? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait toujours aussi idéal pour nous de voir la radio grandir et puis vivre ces 100 ans ensemble. C'est dans 15 années encore à venir et pourquoi pas? Tout est possible. Bonne célébration, amusez-vous et surtout revivez constamment et de belle façon ces années passées avec les gens du Témiscamingue. Merci énormément, merci à Témis TV.
Simon Maillet, on célèbre 75 ans. Comment c'est de travailler pour une radio qui a autant d'histoire? Bien, c'est sûr que c'est un privilège de pouvoir passer un peu dans les traces de plein d'autres qui sont passés avant toi. Toujours intéressant de connaître cette histoire-là et de t'en inspirer lorsque tu animes à la radio, de savoir qu'un tel, une telle sont passés à la même place que toi, qu'ils sont venus faire leur première griffe ici à la radio. Moi, c'est pas mes premiers pas. Au contraire, à 43 ans, c'est un emploi que j'aime beaucoup. J'adore me lever le matin, réveiller les gens, tout ça. Pour moi, c'est une passion. C'est un horaire aussi qui est beaucoup plus flexible pour moi, terminant aux alentours de midi. Et pour moi, le média de la radio, c'est un média qui nous permet d'entrer dans le quotidien des gens, dans leur intimité. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que j'ai l'impression, quand je les rencontre à l'occasion dans d'autres circonstances, l'épicerie, un festival, etc., et qu'ils me disent « Hey, je t'écoute le matin », bien, c'est le fun d'avoir cette petite reconnaissance-là parce que nous, techniquement, on présume qu'on parle à 5, 6, 7, 8 000 personnes le matin, mais comme tel, on est tout seul ici et on parle à un micro. Alors, c'est toujours plaisant d'avoir le retour des gens qui nous disent « Oui, oui, je suis là le matin avec toi, même si je ne suis pas en personne avec toi dans le bureau. » Donc ça, c'est très, très le fun. Et quand la radio a 75 ans, évidemment, les auditeurs sont là parce que ça fait partie de leur quotidien depuis tant des années, peut-être pas 75 ans, mais les gens sont là, bien assidus avec CKVM. Ce qui est bien avec 75 ans d'histoire, c'est qu'on passe plus d'une génération. Ça, c'est intéressant de voir comment les gens d'aujourd'hui écoutent la radio versus les gens qui sont aujourd'hui leurs parents ou encore leurs grands-parents avec 75 ans. Il faut se rappeler qu'à l'époque, télévision n'existait pas, réseau Internet, les téléphones cellulaires, etc. Donc, écouter la radio assis avec un Pepsi et regarder la radio en l'écoutant, c'était monnaie courante dans les années 50, 60, 70. Par la suite est venue la télévision, tout ça. Donc, la radio est devenue un média toujours primaire pour l'écoute, l'information, etc., mais secondaire. On écoute la radio en faisant quelque chose. Et aujourd'hui, bien, c'est sûr qu'on se bat pour rester en vie avec toutes les disponibilités, que ce soit sur Internet directement, les podcasts, etc. Je pense qu'on offre un service qui est ou presque indémodable parce qu'on va se renouveler d'année en année, bien évidemment. On va à l'écoute de nos auditeurs qui vont nous proposer des changements, des évolutions, des créations, etc. Et on va faire en sorte d'amalgamer ça dans quelque chose auditivement qui va être très intéressant pour le maximum de la population de la région. Donc oui, à travers les générations, 75 ans, c'est un bijou, c'est un privilège de pouvoir travailler dans une radio qui a autant d'expérience. Et d'être aussi encore populaire dans la communauté parce que survivre dans la communauté témiscamienne, faut être tout simplement présent et je pense que ça amène une solution beaucoup plus gagnante. C'est effectivement ce qu'il faut faire, être présent. Donc, on place maintenant plus de temps aussi sur notre page Facebook, sur notre site Internet, sur notre présence, non pas juste en ondes, mais physiquement lors de reportages en direct dans différentes entreprises, notre présence médiatique dans différents festivals ou événements pour s'assurer que CKVM est sur le spot et là, que les gens savent qu'on existe encore, qu'on est toujours aussi présent, aussi allumé, aussi dynamique pour offrir cette information témiscamienne-là aux gens, pour offrir cette plage-là, parce que les gens vont prendre de la publicité en tant que commerçants, entrepreneurs, organismes communautaires qui ont besoin de ça. Et il y a aussi tout ce qui est, météo, sport, flash communautaire, carnet culturel. Les gens ont besoin de connaître ce qui se passe au Témiscamingue et c'est par la voie de la radio qu'on va l'apprendre bien souvent. On est bien fiers d'être partenaires. Bon 75e et on se retrouve bientôt parce que tout au long de l'année, il y a des célébrations. Effectivement, c'est pas seulement mardi le 7 qu'on célébrait le 75e. On va faire ça sur toute l'année avec des nouveautés, des petites surprises qui s'en viennent. On travaille toute l'équipe ensemble avec en conjoint avec le conseil d'administration pour brainstormer sur plein de petites idées. Rien de grandiose là, avec une soirée Oscar à 4 000 $, mais quelque chose d'intéressant, mais qui va être sur une période de tous les mois, de toutes les semaines, pour s'assurer que les gens sont au courant que cette année, sur l'année durant, c'est le 75e anniversaire de CKVM.
C'est VTMIS qui est en pleine campagne promotionnelle en ce moment et nous ne sommes pas seuls. Il y a dans la province plus de 42 télévisions sans but lucratif qui, ancrées dans leur communauté, restent une tribune accessible et participative sur les enjeux locaux. Pour en parler, je joins Valérie No. Elle est coordonnatrice aux communications à la Fédération des télévisions communautaires du Québec. Madame No, pourquoi oser la télé communautaire? Ben d'abord parce que c'est une télévision qui est proche des communautés, qui est vraiment implantée dans les milieux, donc qui va faire rayonner les talents de la région, qui va aussi parler des actualités vraiment locales, chose que les grands médias ne font parfois plus à certains endroits. Donc, en osant notre télévision communautaire autonome, on ose notre média de proximité. Et tout ça est en adéquation, en fait, avec la santé de notre démocratie, parce que quand on sait ce qui se passe chez nous, quand on connaît notre communauté, bien, on est mieux en mesure de connaître les enjeux, connaître la situation, prendre des décisions éclairées. En 2025, et là, on va parler de la télé communautaire tout au long de cette belle année qui commence. Puis on a commencé à le faire avec la promotion en novembre dernier. Euh, quelle est la réaction des gens face à cette promotion-là? Les gens sont enthousiastes. Je vous dirais que le grand objectif derrière cette campagne-là, oui, on veut faire rayonner les télévisions communautaires autonomes au Québec. On est chanceux, on en a beaucoup au Québec comparativement au reste du Canada. Et puis, ils sont souvent en région, donc des lieux où des fois, les médias ne se déplacent pas. Donc, ça fait rayonner vraiment les régions du Québec. Et donc, les gens, parfois, ne connaissent pas ce média-là et ne savent pas que c'est accessible à la communauté, à monsieur, madame, tout le monde, que ça prend des gens pour s'y impliquer, pour que ça devienne périn et que ça perdure dans le temps. Donc, les gens sont favorables à cette campagne-là. Souvent, c'est une découverte. Les gens qui en avaient jamais entendu parler ont un peu l'impression de découvrir quelque chose de nouveau, alors qu'il y en a qui sont implantés depuis plus d'une cinquantaine d'années. Donc, il y en a des toutes jeunes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si une télévision, malheureusement, malencontreusement, doit fermer ses portes, ça va être très, très difficile de la redémarrer parce que le contexte est différent dans les années 80 quand certaines ont démarré. Donc, cet enjeu-là de préserver les télévisions communautaires passe par le fait de les faire connaître du plus grand nombre de gens possible. Donc, habituellement, les gens accueille cette campagne-là avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est comme une belle découverte pour la plupart du grand public. Il y en a 42 au Québec, c'est bien ça, les télévisions communautaires? Oui, il y en a un petit peu plus, mais nous, comme membres, on en a 42. En fait, il y a des télévisions communautaires autonomes qui sont constituées comme des OBNL, des organismes communautaires gérés par des conseils d'administration, mais il y a aussi une formule de coopérative, là. On a changé nos règlements généraux dernièrement, justement pour pouvoir inclure cette forme-là de télévision. Donc, il y en a un petit peu plus que 42, mais nous, on a 42. On représente 42 télévisions communautaires autonomes dans presque toutes les régions du Québec. En fait, il y a le nord du Québec qui ne possède pas de télévision communautaire autonome et en Mauricie non plus. Par contre, on en a là au centre du Québec, tout près de la Mauricie. Et quand on fouille, parce que moi, je vais vous dire que ça fait très peu de temps que j'ai joint le réseau des télé communautaires. Et quand on fouille dans ce qu'ils produisent, ces télé communautaires-là, je veux dire, il y a de la production qui est là et qui n'aurait jamais existé sans la présence de cette télévision-là, parce que c'est pas le genre de produit, de production qui se fait de cette façon-là par les autres médias qui sont présents. Effectivement, la belle possibilité des télévisions communautaires autonomes, c'est d'avoir le temps de faire les choses et de ne pas hiérarchiser les sujets. Donc, si un citoyen a envie de débattre d'un enjeu, ou si l'équipe de la télévision communautaire a envie de parler d'un sujet en particulier, il y a la place pour ça dans ce média-là. Donc, effectivement, ça peut couvrir des choses qui ne se verront pas dans les médias de masse ou dans les choses qu'on est habitué de consulter.
C'est une force et je peux en parler personnellement parce que j'ai moi-même eu comme citoyenne une idée d'émission. J'ai été accompagnée par une télévision communautaire autonome et c'est du contenu que moi, je ne trouvais pas ailleurs dans les autres choses que je consommais. Donc, oui, c'est vraiment une belle particularité d'être proche des citoyens, de donner la parole aux gens qu'on voit pas habituellement dans les médias de masse, de faire rayonner les organismes de la localité, les artistes, les petits commerçants. Donc, euh, c'est vraiment une place tout à fait dédiée pour les citoyens, là, pour pouvoir parler de leur communauté. Et qu'est-ce que tout au long de l'année 2025, les télévisions communautaires vont dire aux citoyens de leur ville et village? Ben, ils vont dire en fait d'oser soit s'impliquer comme bénévole, ils vont dire soit de diffuser les contenus, de faire la promotion, d'aider en fait l'équipe de la télévision à faire la promotion de son contenu pour que ça essaie de faire des petits puis que tout le monde de la communauté soit partie prenante de cet organisme-là, soit aussi conscient que c'est accessible, que c'est des télévisions qui appartiennent aux communautés. Donc, on a un rôle à jouer. J'espère aussi que les gens vont découvrir. Moi, quand j'ai découvert l'univers des télévisions communautaires autonomes, j'ai eu l'impression de gagner à la loterie. Parce que, mon Dieu, c'est un milieu où on peut apprendre plein de choses. Dans certaines équipes, on peut même se faire former sur différents sujets. On peut expérimenter. C'est un lieu parfait pour faire ses compétences dans tout le domaine télévisuel. Donc, puis c'est accessible. C'est sûr qu'il y a un enjeu de financement, mais comme citoyen, c'est accessible gratuitement. C'est-à-dire qu'en plus, de pouvoir avoir accès à l'équipe. On a aussi accès au contenu, bon, sur la câblo-distribution pour ceux qui sont abonnés, mais maintenant, beaucoup de télévisions mettent leur contenu en ligne aussi sur Internet, sur leur site Internet. Donc, c'est tout du contenu auquel monsieur, madame, tout le monde a accès assez facilement. Donc, j'espère que les gens vont entendre le message et que les télévisions vont emboîter le pas pour que cette année 2025, là, le plus de gens possible connaissent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait de différent, une télévision communautaire autonome et combien on est chanceux et privilégié au Québec d'en avoir autant. Et Valérino, de la Fédération des télévisions communautaires du Québec, je rappelle vos fonctions. Vous êtes coordonnatrice aux communications. On parle d'une crise des médias bon, partout sur la planète, là, parce que bon, Meta et les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place, mais les télévisions communautaires, comment elles se portent à travers tout ça? Ben, elles subissent aussi la crise des médias et c'est d'autant plus impactant tout l'univers des réseaux sociaux parce que la majorité, la très grande majorité de nos membres se sont fait censurer sur Meta. Donc, elles ont bâti une communauté sur leurs réseaux sociaux depuis plusieurs années qui, là, maintenant, n'ont plus accès à leur contenu. Donc, ça aide pas du tout à répandre la bonne nouvelle que les télévisions communautaires autonomes existent. Et aussi, c'est un enjeu quand ils ont du contenu à promouvoir. Bon, c'est une difficulté de plus. Je vous dirais qu'il y a des télévisions communautaires autonomes au Québec qui sont très petites, puis on en a des plus grosses. Donc, le, le financement, les enjeux d'équipe et tout ça, le temps disponible, les ressources disponibles varient d'une télévision à l'autre, mais règle générale, on est aussi, mes membres sont dans ce combat-là aussi de la crise des médias où ils luttent en fait pour se faire voir à travers un univers qui se multiplie, le contenu est vaste. Donc, c'est vraiment cet enjeu-là de protéger notre tribune parce que ça protège notre culture québécoise, ça aide la santé de notre démocratie, ça offre une voix aux citoyens. Donc, c'est de comprendre comme citoyen l'importance que ce média-là a à travers les grandes plateformes de ce monde qui ont beaucoup plus de moyens. Donc, les gens dans les télévisions communautaires autonomes sont passionnés et travaillent très fort pour tirer leur épingle du jeu. Je leur lève mon chapeau et ils réussissent euh, très bien à s'implanter dans leur communauté, à faire du réseautage,
à tisser une communauté solide, à consolider les liens entre les organismes, les petits entrepreneurs, les artistes, les travailleurs, les citoyens. Donc, mais c'est ça, ça reste un défi de taille en 2025. Je ne sais pas si c'est les grands médias qui l'ont fait, mais ce qu'on peut dire que ça a changé là, maintenant, grâce à des promotions, des campagnes comme ça. Mais les télés communautaires étaient, étaient vus comme des petits médias qui, bon, qui avaient une petite réputation. Je peux m'exprimer ainsi parce que les médias, c'est vrai hein, qu'à l'époque, les télévisions et les médias communautaires étaient mal vus. En fait, il faut retourner dans l'histoire. Effectivement, le mot communautaire cause Ouais. parfois préjudice parce que certaines personnes en ont euh, des préjugés, en fait, une vision défavorable. Les télévisions communautaires autonomes se sont bâties à force de bénévolat, en fait, de gens impliqués, d'élus qui voulaient avoir une tribune, de citoyens qui voulaient débattre de des enjeux. Donc, le départ de ça, c'était vraiment le bénévolat. Et ça, c'est un autre enjeu qu'on vit en 2025 au Québec, là. Le bénévolat, c'est quelque chose qui se transforme, en fait, et qui est pas comme ça l'était à la fondation des télévisions communautaires autonomes. Donc maintenant, le travail repose beaucoup sur des personnes salariées, donc ça amène un enjeu de financement. Il faut savoir que les télévisions communautaires autonomes vont travailler avec les ressources qu'elles ont. Quand c'est des très petits milieux, donc des fois, c'est un travailleur qui va mener ça de front, tout ce qui est l'administration, le tournage, la recherche des bénévoles, toute la gestion. Donc, euh, c'est sûr qu'au niveau de la quantité, ils peuvent pas avoir le même rendu qu'une grande équipe. Par contre, au niveau de la qualité, ça a toujours été un souci de bonifier la qualité. Tous les membres ont embrayé un virage numérique, sont tous ou presque en train de refaire ou ont refait leur site Internet pour que ce soit plus intuitif, un peu plus comme quand on navigue sur des plateformes là, intelligentes maintenant qu'on a dans nos télévisions ou sur nos cellulaires. Donc, oui, malheureusement, les télévisions communautaires autonomes luttent aussi encore contre cette espèce de perception-là de Ah, c'est communautaire, donc c'est un petit média. Sauf ce qu'il faut saisir, c'est que la qualité, elle est là, le rendu, il est bon et que ça a évolué dans le temps, qu'on a des professionnels qui travaillent dans plusieurs télévisions, journalistes, vidéastes, réalisateurs. Donc, il n'en tient qu'aux citoyens de se rendre compte à quel point c'est riche, c'est important, c'est essentiel et de eux ça doit aussi être porté par les communautés. La télévision communautaire autonome ne pourra pas exister si elle n'est pas soutenue par sa communauté. Donc, c'est ça, c'est de briser ces barrières-là, d'oser sa télévision, donc d'aller au-delà de ses préjugés si on en a des défavorables et d'essayer de magasiner du contenu parce que les télévisions font toutes sortes de choses, font du divertissement, font de l'information. Il y a vraiment un contenu varié. Donc, de vraiment oser découvrir et dépasser ça et se rendre compte que c'est un média dont on a besoin. Le slogan est bon quand même. Ça veut dire venez frapper à la porte de votre télé communautaire que vous regardez peut-être du coin de l'œil depuis longtemps en vous disant ben voyons, ils sont là, mais j'ai jamais entendu parler d'eux ou je ne suis jamais allé les voir pour savoir ce qu'ils font. Je n'ai jamais, parce qu'il y en a, j'imagine, hein, des gens qui n'ont jamais syntonisé la station sur la compagnie de câble distribution ou sur le site Internet. Donc, allez voir ce que font les télécommunautaires, ce qu'ils ont fait. Tu sais, comme TVTV, c'est là depuis de très nombreuses années. Et quand on va sur notre site communautaire, on peut voir ce qui est très rare ailleurs, là, des bulletins de nouvelles qui ont été faits il y a plusieurs années. Donc, revenir dans les archives, voir ce qui s'est fait comme production. Alors, je pense que c'est intéressant et tous les gens qui ont une télé communautaire devraient s'intéresser à ce qui s'est produit pour savoir que la télé communautaire n'est plus ce qu'elle était et elle prend la place des réseaux qui aujourd'hui ne peuvent plus s'intéresser
à plusieurs communautés. Puis je vous dirais qu'un des enjeux aussi, c'est qu'avec la transformation de notre consommation de l'information, mais aussi des écrans et des médias en général, je me promène dans les écoles, en fait. Et puis, c'est un enjeu aussi de faire découvrir la télévision parce que parfois, en fait, la majorité des gens ne savent pas que ça existe. Donc, ils vont pas faire le choix volontaire de syntoniser la chaîne s'ils savent pas que c'est dans leur choix. Donc, il faut lancer cet appel-là, d'oser sa télévision communautaire pour savoir que c'est dans nos options pour s'informer, puis pour s'exprimer, puis pour être au courant de nos enjeux comme citoyens. C'est la télé communautaire, l'outil qui sert aux hommes, femmes et adolescents du Québec à promouvoir leur vie et leur milieu. Oui, leurs enjeux, leurs préoccupations, leurs passions, tout à fait. Valérie Naud, coordonnatrice aux communications de la Fédération des télévisions communautaires du Québec, merci de nous avoir parlé de cette promotion. On en fait partie, TV Témis, on est bien fiers de le faire parce que dans notre milieu aussi, la télévision communautaire prend sa place et offre des services pour, évidemment, euh, offrir ce qu'il faut à la communauté des villes de Chine. Merci beaucoup pour cette tribune. C'est magnifique que vous emboîtez le pas. On est vraiment fiers de représenter les télévisions communautaires autonomes dont vous faites partie. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, Valérie. À bientôt. Importante annonce pour entamer l'année dans le monde minier. Le Bureau d'audience publique en environnement, le BAP, rejette, du moins dans sa forme actuelle, le projet Horn 5 envisagé par Ressources Falco à Rouyn-Noranda. Une phrase dans le volumineux rapport de plus de 200 pages vient résumer la décision. Le ministère de l'Environnement écrit que l'ensemble des composantes au projet ne satisfont pas aux exigences minimales en matière de sécurité, de santé publique, de protection de l'environnement et d'internalisation des coûts. Le gisement voisin de la fonderie Horn de Glencore doit entraîner des dépenses en immobilisation d'1 milliard de dollars et créer 900 emplois en Abitibi et au Témiscamingue. La décision qui plaît à la communauté de Longue-Pointe à Wenowee. D'abord, l'attention qu'on a portée aux membres est appréciée. Dans un communiqué émis jeudi dernier, le conseil de bande indique que les recommandations retenues par le commissaire du BAP rejoignent celles souhaitées par la communauté. Ailleurs, notons que des organisations du milieu communautaire se sont réjouies, les maires au front et leurs alliés, des organismes communautaires, comités citoyens et coopératives à Rouyn-Noranda, appuyés par des groupes régionaux et nationaux de défense de l'environnement, ont crié victoire. Ils considèrent que les enjeux et préoccupations soulevés par le président de la commission, Joseph Sayed, rejoignent les leurs. Les enjeux relatifs à l'eau, à la qualité de l'air et à la santé publique, aux enjeux relatifs aux vibrations et à la sismicité induite, au partage des responsabilités entre Ressources Falco et Glencore Canada, ainsi que les garanties financières à la capacité du milieu d'accueil et à son manque de justification méritent que ce projet ne reçoive jamais l'approbation des décideurs, selon eux. Réaction politique à ce rejet, la responsable solidaire en matière d'environnement, Alejandra Zaga Mendes, a dit que le ministre de l'Environnement doit respecter la décision du BAP qu'il a lui-même mandaté. Elle ajoute qu'il est impensable de donner le feu vert à un projet qui présente des dangers pour la qualité de l'eau, de l'air et de la santé des gens à Rouyn-Noranda. Québec solidaire qui croit que la CAQ doit arrêter de donner des passe-droits à des multinationales qui hypothéqueraient la santé de la population. Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, et le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, annoncent une bonification du financement accordé à l'Institut national des mines du Québec, le INMQ.
Celui-ci passe ainsi de 1 million de dollars à 1,5 million de dollars pour l'exercice 2024-2025. Grâce à l'aide financière, l'INMQ pourra poursuivre ses activités et renforcer sa capacité à former des travailleurs dans le secteur minier, un secteur névralgique pour le développement socio-économique du Québec. Cette bonification vise à reconnaître l'évolution de son mandat et de son rôle conseil auprès des autorités gouvernementales. Rappelons que l'INMQ a pour mission de soutenir le gouvernement du Québec dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de renforcer la formation de la main-d'œuvre en optimisant les moyens disponibles et en travaillant de concert avec les acteurs de l'industrie minière. L'INMQ contribue ainsi à améliorer la productivité et la compétitivité du Québec, et ce, dans une perspective de développement durable. Le projet de mini-centrale hydroélectrique Onimiki refait surface dans la nouvelle. Deux organisations, les Amis de la rivière Kipawa et le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, invitent la population à s'exprimer en amont d'un long processus qui va mener aussi à un bureau d'audience publique en environnement, un BAP. C'est à revoir sur la page respective des organismes, mais la rencontre a lieu ou a eu lieu le 16 janvier, jeudi, 18h au Théâtre du Rift. Les organisateurs veulent faire un rappel historique et présenter leurs préoccupations à l'égard du projet. Disons ne pas vouloir seulement entendre les gens défavorables, on veut stimuler des échanges cordiaux et respectueux. À la MRC de Témiscamingue et à la Société de développement PEC, qui chapeaute la Société Énergie renouvelable Onimiki et favorise le projet, on ne pouvait nous dire s'il serait de l'activité. L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec s'allie aux associations forestières régionales, il y en a une ici dans la région, et on se joint aussi aux organisations d'éducation forestière québécoise pour faire la promotion de la culture forestière. Cette collaboration qui vise à appuyer leurs efforts de promotion, de sensibilisation et d'éducation auprès des jeunes et du grand public sur l'importance fondamentale de l'arbre et des forêts par ces 12 organisations. Selon le président de l'OIFQ, M. Patrick Pinault, ce partenariat doit renforcer la synergie entre les ingénieurs forestiers et les organisations pour soutenir des initiatives éducatives et inspirer d'autres partenaires à contribuer à cet effort collectif. Les associations forestières régionales et les organisations d'éducation forestière présentes à travers la province organisent une variété d'activités pour sensibiliser la population, notamment des ateliers pour les jeunes en milieu scolaire, kiosques d'information, conférences, activités en forêt, la distribution de jeunes arbres, notamment dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts en mai de chaque année. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue annonce la création d'un programme de doctorat développé et offert exclusivement par l'institution. L'UQAT propose près d'une dizaine de doctorats dans plusieurs domaines d'études en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement supérieur au Québec. Le doctorat en écologie et aménagement des écosystèmes forestiers offert à l'Institut de recherche sur les forêts, l'IRF de l'UQAT, devient ainsi le tout premier programme de troisième cycle dispensé uniquement par l'université. Le programme doctorat en écologie et aménagement des écosystèmes forestiers vise à former des scientifiques capables de faire progresser les connaissances dans divers domaines de recherche liés à l'écologie et à l'aménagement des écosystèmes forestiers, y compris les milieux humides et aquatiques. La direction du programme est assurée par la professeure titulaire Annie Desrochers. Elle est membre du corps professoral de l'IRF depuis plus de 20 ans. Et le temps file pour les instigateurs de la pétition destinée à sauver les soins prodigués par l'hôpital d'Amos à travers la région. C'est le 31 janvier, ça va vite, que survient la date butoir souhaitée pour obtenir au moins 20 000 signatures qui demandent notamment à la CAQ d'achever les travaux de rénovation annoncés là-bas et destinés à mettre aux normes ce centre de santé. En rappel, un entretien sur le sujet, voici M. François Lemire, porte-parole du comité de suivi pour les travaux de construction à l'hôpital d'Amos.
Oui, il faut dire que l'annonce a été faite en 2015 par le gouvernement de la CAQ. Et à ce moment-là, on nous disait qu'il y avait un projet de réfection de l'urgence et soins intensifs. Mais à travers le temps, le bloc opératoire étant désuet, il était important qu'on ajoute la construction d'un nouveau bloc opératoire sur le projet de urgence et soins intensifs. Et là, bon, il y a cette pétition. Rappelez-nous, qu'est-ce qu'elle veut, cette pétition? Qu'est-ce qu'elle demande au gouvernement Legault actuellement? En fait, elle demande d'agir avec promptitude afin de débuter la construction d'un projet nécessaire, essentiel et urgent pour l'ensemble de la région. D'accord. Étant donné que, je continue? Oui, Étant donné que le centre chirurgical de la région est en péril présentement, dû au fait qu'il est excessivement difficile de recruter de nouveaux chirurgiens, de fréquenter des lieux qui sont beaucoup plus modernes. Nécessairement, si on fait visiter un nouveau chirurgien ici, il va se rendre compte de la désuétude des lieux et on est en compétition avec d'autres hôpitaux qui sont beaucoup plus modernes. Alors, il est certain que ça sera presque impossible de pouvoir avoir de nouveaux chirurgiens dans un état du bloc opératoire comme il est là présentement. et c'est ce qui fait en sorte, là, cette désuétude, le fait que, bon, l'hôpital n'offre pas les services modernes qu'on espérait, que cette pétition-là, elle n'est pas seulement pour les citoyens d'Amos, là. On n'y va pas de guerre de clochers comme on pourrait s'exprimer chez nous, là. Cette pétition-là, elle concerne tous les citoyens de l'Abitibi-Ouest à Val-d'Or, à Amos, partout. Il faut signer cette pétition-là, vous dites, parce que la perte de chirurgiens, la perte de professionnels de la santé, elle touche tout le monde. Définitivement, la pétition elle touche l'ensemble de la région. C'est un dossier qui est régional, qu'on soit à Ville-Marie, Val-d'Or, La Sarre, Rouen, Amos, je vous dirais même jusqu'à Matagami, parce que les gens du Nord viennent se faire soigner ici à Amos, là. C'est un dossier où toute la population est concernée. On parle de notre santé tous. Il n'y a pas de guerre de ce dossier-là auprès de l'Assemblée nationale. Les 5 préfets des 5 MRC ont déclaré l'état d'urgence et de nécessité pour la construction, de même que les chambres de commerce de la région, qui aussi ont mis l'épaule à la roue. Alors, c'est un dossier qui est régional. Il faut que ce soit toute la population qui signe la pétition. Il faut que lorsque notre député ira déposer la pétition à l'Assemblée nationale, qu'on puisse y voir 25, 30, 40 000 signatures qui démontrent l'intérêt de la population à maintenir la qualité des services qui sont ici, mais avec un bloc opératoire nouveau et à la mode. Actuellement, M. Lemire, est-ce que la réponse semble bonne au niveau de la pétition? Ça va bien ou on doit accélérer le pas, là? La pétition a été lancée depuis une semaine. Ce matin, on avait environ 2100 signatures, mais par voie électronique, et c'est très peu. Euh, je pense que c'est un petit peu difficile à faire des pétitions manuelles. On a déposé au centre d'achat et de même que dans les marchés d'alimentation une pétition et on va faire la même chose pour les autres villes de la région, de façon à aller chercher la plupart des personnes qui ne sont pas équipées avec les systèmes d'Internet. D'accord. Donc, on invite les gens à se déplacer dans la plupart des endroits publics. Il y a des pétitions papier qui vont être déposées. C'est ce qu'on doit comprendre? Oui, c'est bien cela. Et aussi, d'ici peu, nous serons en mesure d'aller installer dans les commerces qui vont vouloir y participer une affiche qui va permettre aux personnes, une affiche avec un code QR qui va permettre aux personnes d'aller voter en ligne pour ceux qui ont cette habitude-là. Mais pour ceux qui préfèrent le faire papier, il y aura effectivement des endroits qui vont se déterminer au cours de la semaine. Parfait. Donc, on aura l'occasion d'y revenir et de l'annoncer
sur la page Facebook de Témis TV, là, pour les gens qui voudront connaître les endroits, ça nous fera plaisir de le faire. Ça prend combien de signatures selon vous? Vous avez parlé de 40 000, vous souhaitez 40 000 signatures. Est-ce que c'est le nombre de signataires requis pour que ça attire l'attention du premier ministre, vous pensez? Moi, je vous dirais qu'un nombre minimal de 20 000. En bas de ça, les gouvernements vont dire la population n'est pas intéressée, on ne s'occupe pas de ça. Alors, je vous dis que ça prend un minimum de 20 000, et si on se rend à 40, on va être très heureux. Et c'est du sérieux, là. Faut prendre ça au sérieux parce que pas de professionnel qui vient travailler chez nous et avec Québec Santé Québec là qui vient d'être adopté dans les dernières heures au Québec, une décision contre une région ressource, ça ne revient jamais. En tout cas, il y a peu de chances que ça soit changer dans les années à venir. Bien, voyez-vous, étant donné que la situation budgétaire du gouvernement est du côté des déficits, il est certain que notre projet ici à Amos est en compétition avec d'autres projets à travers le Québec. Il faut être en mesure de montrer que notre projet, que le projet de la population est beaucoup plus important ici que n'importe où ailleurs. Si, par exemple, on a le même niveau d'intérêt de la part des politiciens pour faire une construction quelconque, mais qu'en surplus, nous, dans la région, on a 30 000 signatures, bien, je pense que nos députés députés et ministres vont être sensibles à cette situation-là. C'est important d'aller voter, très important. Est-ce qu'on a une adresse à donner, M. Lemire? Ben, en fait, l'adresse, elle figure effectivement sur le lien. Le lien, ben, je peux vous dire de quelle façon il est fait. Sur la tablette ou sur le téléphone, vous demandez Assemblée nationale pétition. La page suivante qui va apparaître, ça va être vote par voie électronique. La page suivante qui va apparaître, vous allez être sur le site de l'Assemblée nationale sous la pétition de construction du bloc opératoire intensif et urgence. Il faut cliquer là-dessus et au bas de la page, vous allez devoir inscrire vos noms, adresses et numéros de courriel et ainsi de suite. Par la suite, vous allez recevoir un courriel de confirmation, à savoir si c'est bien vous. Et pour une deuxième fois, vous allez devoir aller cliquer dessus pour dire oui, j'accepte que mon nom y apparaisse. Ouais. Alors, c'est la procédure qu'il faudrait qu'il soit faite. On comprend que pour des gens, ça pourrait être une démarche compliquée. Donc, peut-être que les gens qui ont des parents qui veulent voter pour la pétition sont peut-être invités à leur donner un coup de main, histoire que le vote soit fait convenablement, parce que on peut comprendre que pour les gens qui sont peu habitués là, au web, ça peut être évidemment compliqué. Euh, Autre invitation au gouvernement, ce serait peut-être de rendre les pétitions moins compliquées sur le site de l'Assemblée nationale du Québec, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, Exactement. c'est important de voter, M. Lemire, parce que, bon, on voit après une semaine, là, il y a à peine 2000 signatures, ce qui ne serait pas suffisant pour, on peut comprendre, faire changer d'idée le gouvernement Legault ou le ministre de la Santé. Des travaux promis depuis de nombreuses années qui ne sont pas faits. On a vu apparaître des outillages, mais pas de travailleurs qui allaient avec et surtout pas de travaux. Alors, ces travaux-là sont importants. Les gens d'Amos le savent. Et les autres alentours des autres villes qui utilisent, c'est quoi? On a, est-ce que c'est ça le chiffre 50 000 opérations par année à Amos qui viennent de partout? Je pense que c'est plus de 50% des chirurgies de la région qui sont effectuées ici à Amos parce que c'est des chirurgies de spécialité qui sont disponibles seulement qu'ici à Amos. Maintenant, j'aimerais vous préciser aussi que dans les organisations qui supportent le mouvement, les grands syndicats régionaux ont tous accepté de transmettre à leurs membres le lien pour que ceux-ci puissent aller voter. Et je vous dirais que ça représente environ 20 000 membres.
Alors, Excellent. si ces 20 000 membres-là syndiqués ont une conscience morale développée, alors je pense qu'on aurait déjà là 20 000 signatures. Et si ces personnes-là en parlent à leurs conjoints, conjointes et leurs familles, on devrait être capable facilement d'aller atteindre de 30 et 40 000 signatures. Ben, Monsieur Lemire, bon succès pour obtenir tous ces signataires-là. Je pense que c'est fort important d'aller apposer sa signature. Si on est d'accord avec le fait, justement, que les travaux de fait à l'hôpital d'Amos et que ça permette de conserver les services de santé dans la région, c'est ce qui est important, parce que on peut pas se plaindre de perdre des services de santé si on s'en occupe pas. Oui, et non seulement, si jamais ce projet-là ne fonctionne pas, faut pas oublier que c'est le centre de traumatologie régionale qui est ici. Donc, ça sert l'ensemble de la population de la région. Il faut penser aussi que si les chirurgies ne sont plus disponibles ici, les personnes vont devoir aller euh, rencontrer des professionnels à Montréal, à Québec, à Gatineau pour se faire opérer. Ça n'a pas de sens. En plus, dans le sud, que je viens de mentionner, ces hôpitaux-là n'ont pas de place pour accueillir nos malades. Ils sont déjà pleins. Alors, c'est excessivement important que les services continuent à être servis, à être dispensés ici en région. D'accord. Monsieur Lemire, merci de nous avoir accordé ce temps et on se souhaite bonne chance là. On a jusqu'à temps pour quelle est la date limite pour la fin de cette pétition? La date limite que nous avons fixée est le 31 janvier. La raison est que la session parlementaire va arrêter le 6 décembre et qu'elle va recommencer début février. Et je veux qu'au tout début février, que lorsque les pétitions seront complétées, qu'on puisse les déposer à l'Assemblée nationale, à moins que d'ici ce temps-là, que le Conseil des ministres accepte le projet qui est sur la table, parce qu'il manque seulement que quelques signatures pour que ce soit accepté. Ben, souhaitons-le, évidemment, que tout se passe bien et c'est pas les efforts qui manquent de votre côté et du côté des gens qui s'impliquent pour faire signer cette pétition. Monsieur Lemire, merci beaucoup. Bon succès. Ben, je vous remercie à vous aussi. Bonne journée. On en est rendu au sport. TV Témis qui lève sa tuque, hein, parce que c'est pas chaud, à 5 Témiscamiens. C'est en majorité des Témiscamiennes, soyons polis. Hein. Elles se sont signalées dans une victoire des Lynx de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle joue M13-2A et ça s'est passé au tournoi de célébration du hockey féminin Caroline Ouellette. Le week-end du 19 décembre dernier, 4 joueuses et un entraîneur qui ont fait leur large part dans un gain de 3-0. Et je crois que le pilote Sébastien Allard de Ville-Marie est avec ses 4 joueuses encore bien fier après 2 mois plus tard. Sébastien Allard, j'ai raison? Ben, c'est sûr que ça l'a descendu un peu, là, c'est clair, mais disons qu'en fin de semaine, en plus, on avait un petit camp, le camp de sélection pour l'équipe qui va participer au provincial. Dans le fond, fait qu'on dirait que ça leur a ravivé un petit peu cette flamme-là. Là. Fait que les petites filles étaient toutes contentes de se revoir, en fait, encore là, en si peu de temps après. Là. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que vous étiez 5 du Témiscamingue sur cette équipe-là. Est-ce qu'on peut dire que le corps de l'équipe a fait sa part pour cette belle victoire-là en finale? Ben, c'est clair que nos filles du Témiscamingue, ils se débrouillent bien, en fait, là-dedans, mais je pense que c'est une question d'équipe, hein, fait que je pense que sans toutes les joueuses qui étaient présentes, là, on n'aurait pas réussi à aller jusqu'au bout, là, Mais quand même, je veux être fier de la gang du Témiscamingue. Parlez-moi un peu, elles ont contribué, c'est offensivement ou défensivement des filles du Témis qui contribuent au bien de l'équipe. Là, on parle de Sophia Peluso, Virginie Desbiens, Rosalie Girard et Kiana Allard. Elles contribuent pour le coach Allard, ces filles-là? Ben oui, effectivement. En fait, on a eu une belle contribution, là, en fait, là, de nos quatre représentantes témiscamiennes, là. Effectivement, là, ils ont été aussi utilisés à différentes,
à différentes positions, dans le fond, là, durant le tournoi. Là. Puis oui, ça a été une belle représentation, en fait, pour eux autres. Là. Faut dire, pour ceux qui s'y connaissent un peu moins en hockey féminin régional, dans cette équipe-là qui a gagné la finale, c'est bien le M13-2A, c'est ça, coach? Oui, Donc, ceux qui ont gagné, c'est une équipe composée de plusieurs filles des quatre coins de la région, si je comprends. C'est ça? oui. En fait, c'est un regroupement régional, en fait, de toutes les filles qui sont âgées là, de 13 ans et moins, dans le fond. Là. Ben, c'est 11-12 ans. Et on a été, bon, il y avait cette compétition-là. Racontez-moi dans quelles circonstances ça s'est fait. La compétition, en fait, ça, c'est la célébration Caroline Ouellette, en fait. Là, c'est un tournoi qui existe depuis, je crois, cette année, c'était la 10e édition, en fait, là, qui est principalement là, pour représenter, en fait, là, toute la catégorie M13, en fait. C'est souvent là que Hockey Québec aussi va aller recruter, en fait, des jeunes filles, en fait, du M13. Là. Fait que c'est un tournoi qui est bien vu, en fait, au sein de la communauté du hockey féminin, dans le fond, là. Fait que nous, c'est parti d'une idée, en fait, d'un des entraîneurs de Rouen, en fait, parce que l'équipe n'était pas encore formée, l'équipe qu'on a faite, là, justement, la fin de semaine passée. Fait qu'on a fait les invitations sur les filles qui avaient déjà joué dans les Lynx auparavant, dans le fond, puis... fait que c'est de même que ça s'est créé, en fait, là, comme ça, là. Puis on s'est Donc, inscrit. ça nous montre que le hockey féminin en Abitibi puis au Témiscamingue est fort, là, parce qu'à la dernière minute, vous ramassez des filles puis vous gagnez la finale, c'est pas rien. Donc, il y a de quoi être fier. Effectivement, je pense que dans cette cohorte-là, on a quand même beaucoup de talent, en fait, là. Puis je pense que ce qui a aidé beaucoup là-dedans, c'est la cohésion rapide de toutes les petites filles ensemble, dans le fond. Tu sais, je veux dire, ils ont déjà créé une belle chimie d'équipe, même après, même en. Tu sais, ils ont déjà participé ensemble à d'autres tournois auparavant, mais c'est un tournoi par année, là, tu sais, dans le fond. Puis ils sont pas toute cette cohorte-là. Là. Fait que cette cohorte-là se voit aux 2 ans, là, dans le fond. Fait que ça faisait peut-être 2 ans qu'ils n'avaient pas joué ensemble. Fait que, tu sais, malgré tout ça, là, il y a une belle chimie qui s'est créée. Puis on va espérer la suite en avril. Oui, et justement, le hockey féminin là, dans l'Abitibi et au Témiscamingue, ça va bien, ça se porte bien, ça évolue toujours. Parce que moi, je me souviens, il y a presque 20 ans, on parlait de hockey féminin qui bougeait beaucoup, donc ça n'a jamais cessé d'évoluer. Non, je pense que non, ça n'a jamais cessé. Je dirais qu'en fait, là, l'expérience des Lynx, en fait, ça fait à peu près 7-8 ans que c'est mis en branle, dans le fond, là, par HAT, dans le fond. Fait que ça fait 7-8 ans qu'il y a des équipes comme ça. Puis là, maintenant, on est rendu avec une équipe, dans le fond, qui est comme qui est l'équivalent un petit peu de. Ils jouent dans la M18 2A, mettons. Fait que c'est comme la structure un peu équivalente, en fait, chez les garçons, dans le fond. Fait que les autres, ils vont jouer des matchs à l'extérieur à Montréal. Puis là, présentement, ben, on a créé un nouveau comité. Ça fait pas longtemps non plus aussi pour le hockey féminin. Puis c'est probablement ce genre de structure-là qu'on veut peut-être implanter aussi, peut-être à d'autres catégories aussi pour que les filles puissent jouer avec des filles aussi rendues à un certain âge. Là. Ouais. Sébastien Allard, vous êtes de Ville-Marie, vous coachez, est-ce que vous coachez une équipe de Ville-Marie ou du Témiscamingue? Comment ça fonctionne? Oui, présentement, oui, je suis entraîneur en fait là, de l'équipe du M13, dans le fond, là, ici là, à Ville-Marie, là, au Donc, ça Témiscamingue. veut dire que, mis à part les quatre filles qui ont été à la compétition, là, il y en a d'autres qui peuvent être, faire partie du secret, là, ou de la bonne recette. Oui, oui, ça se peut. Voilà. C'est possible. Et parlons du hockey féminin. Je me rends compte qu'en Abitibi-Témiscamingue, ça va bien, ça se passe bien. Il y a des développements dont on aura l'occasion de reparler, M. Allard. Mais parlez-moi, est-ce que bon, la victoire qui voit le jour, est-ce qu'on sent un boom dans cette discipline-là, dans le hockey féminin actuellement au Québec?
Ben, moi, je pense que oui. Je pense que l'engouement, dans le fond, là, du hockey féminin, je pense il est en expansion. C'est sûr qu'ici, on n'a pas des équipes régulières, en fait, qui s'affrontent. Tu sais, quand on va en ville, en fait, ils ont des ligues féminines, en fait. Quand on va dans les tournois, c'est ces équipes-là qu'on affronte. Puis, effectivement, puis pour faire dans le fond, quand on est allé à la célébration Caroline Ouellette, il y avait une séance d'autographes, en fait, avec plusieurs joueuses, en fait, de la victoire, dans le fond. Puis, et Caroline Ouellette qui a fait équipe Canada. Puis je pense que de voir les jeunes filles, en fait, voir ces joueuses-là, je pense qu'ils s'identifient rapidement à ça. Là, tu sais, dans le fond, je pense que ça peut créer que dire que ben, c'est possible de jouer, dans le fond, tu sais, entre filles dans un certain niveau. Donc, la Ligue nationale de hockey là, est comme présente dans le hockey féminin maintenant avec ce club-là. Ça donne un engouement pour les petites ou adolescentes qui aiment jouer au hockey, là. Et vous sentez cet engouement-là? Est-ce que au Témiscamingue, par exemple, vous sentez qu'il y a il y a des jeunes femmes qui veulent évoluer dans cette discipline? Ben, peut-être qu'il est trop tôt pour se pencher là-dessus, mais du moins, au moins, je pense que maintenant, il y a davantage de portes qui sont ouvertes, en fait, comparativement à là, peut-être 10 ans déjà. Là, tu sais. Déjà qu'on voit l'évolution d'une ligne professionnelle, mais ça démontre qu'à d'autres niveaux, que ce soit collégial ou universitaire, en fait, qu'il y a aussi du féminin qui se déroule présentement. Fait que ça, je pense que ça l'ouvre plein d'opportunités, en fait, qu'avant ça, même les parents n'auraient peut-être pas pensé. Là. Et vous n'avez pas de difficulté, vous, à recruter des jeunes femmes dans les clubs là, en Abitibi comme au Témiscamingue? Ben, et peut-être qu'on pourrait en avoir plus, en fait, si on avait des équipes uniquement féminines, hein, parce que je pense qu'il y a certaines filles qui sont peut-être gênées de jouer dans des équipes masculines, hein, dans le fond, par rapport à la taille, dans le fond, mais euh, moi, je pense qu'on aurait avantage des fois on est quand même un petit bassin ici au Témiscamingue, fait que c'est sûr que de faire des équipes uniquement féminines, c'est déjà difficile si on a de la misère dans toute la région, mais je pense que s'il y avait des équipes uniquement féminines, ça pourrait en fait créer un autre engouement, moi je pense, et on attirait peut-être plus de jeunes filles, mais on en a quand même beaucoup, nous, dans notre association, là, des filles. Monsieur Allard, vous dites travailler sur du développement, donc certainement qu'on va entendre parler de nouveautés dans les mois ou semaines à venir. Probablement, oui. Le comité il est quand même nouveau. Là. On vient de créer en fait le comité juste avant les fêtes. Fait que probablement que d'ici la fin de l'année, il va y avoir peut-être d'autres annonces là, qui vont se faire. Parfait. Donc, les gens vous voient à la télévision communautaire du Témiscamingue. Ils vont retenir votre nom et s'ils sont intéressés, certainement, ils communiqueront avec vous. Monsieur Allard, merci beaucoup encore une fois. Félicitations pour ce championnat remporté. J'en reviens pas, mais avec au moins 4 filles du Témiscamingue et un groupe de joueuses. Vous l'avez dit, qui ont été ramassés à la dernière minute et qui vont gagner quand même une finale face à des équipes qui se connaissent et jouent ensemble davantage. C'était bon, ça. Oui, c'est tout un exploit. Fait que, là, on espère qu'on va répéter le même exploit en avril aux championnats provinciaux. Excellent, restons fiers et évidemment, souhaitons-le. Merci encore une fois, M. Allard, et passez une bonne fin de journée. Bon tournoi ce printemps, puis on se reparle le week-end. Bon. Parfait. Merci bien. La pêche sur la glace qui peut se faire, l'épaisseur de la glace, vous l'avez vérifié, il n'y a pas d'eau aussi alentour, vous pouvez aller mettre votre cabane et pêcher. Et il y a de nombreux bénévoles, parfois des employés des villes qui pelletent, arrosent, grattent. Et des dizaines de patinoires sont parfaites avec le froid que nous connaissons depuis plusieurs jours au Témiscamingue. Ainsi, enfants, adultes, aînés peuvent aller se dégourdir, s'initier, tout donner, patiner, faisant des tours de patinoire, se passant à la rondelle ou faisant de belles pirouettes. Les gens s'amusent de ces journées d'hiver. N'oublions pas de dire merci à ceux qui le permettent dans nos municipalités. Là-dessus, merci à vous aussi de nous regarder, nous écouter. Vous rendez nécessaire cette présence de Télé-Témis et son service d'information. On se retrouve donc pour un autre bulletin
la semaine prochaine, après notre victoire, oui, oui, je suis certain qu'au bingo, ça va être votre tour, c'est la victoire. Pas le mien, ni à mon caméraman monteur, parce qu'on ne nous donne pas le droit de jouer. Mais non, comme quoi les chanceux, c'est vous. Bye bye, à bientôt.